Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, bienvenue dans ce webinaire sur l'autonomie protéique, dans le cadre de la semaine de la performance organisée par Ellipse. Donc aujourd'hui, le métail protéique, c'est une stratégie efficace pour développer votre autonomie au niveau de votre troupeau. Les résultats de rations à base de fourrage autre que le maïs, l'impact d'un changement de système de production, ou encore la conduite du métail protéique, l'implantation, le semis, le choix des mélanges. Donc, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. On va y répondre. Donc, je me présente, Romain Maurice, je suis consultant en nutrition et robots pour Ellipse. Alors, pour m'accompagner sur cette présentation, j'accueille Jean-Luc Cobigot, qui est consultant fourrage et culture. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, tu m'entends? Son micro est peut-être coupé. Son micro est peut-être coupé, oui. Et nous avons aussi la chance d'accueillir Cédric Henry du GAEC de Brocéliande. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Rien du tout. Bénémi. Voilà, avec Jean-Luc, ça va revenir. Donc voilà, donc tout au long de cette présentation, vous aurez la possibilité de réagir en posant des questions dans le chat et sur la partie de droite. Vous voyez sur l'onglet de droite, vous avez chat et questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions et à interagir. On prendra un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Donc, dans le déroulement de ce webinaire, on va décrire qu'est-ce que c'est qu'un métail à haute valeur protéique, comment l'utiliser et qu'est-ce qu'il peut m'apporter. On aura ensuite le témoignage de Cédric Henry, du GAEC de Brocéliande à Pimpon, qui fera part de son expérience sur son utilisation. Et puis, on terminera par Jean-Luc, qui fera un point sur la partie espèces et conduite culturelle. Alors, le métail, contexte et évolution, on a voulu faire un point sur son évolution sur 4-5 ans. Donc, d'une part, de l'évolution des parts de maïs dans les rations ensilage vaches laitières, ainsi que les parts d'ensilage d'herbe et de métail confondus. Donc, on voit qu'il y a une évolution sensible de l'utilisation de parts d'herbe et de métail, mais ça reste, c'est pas spectaculaire. On est passé de 33% dans les rations en 2016-2017 à 35% en 2019-2020, avec une érosion légère de la part de maïs de 64 à 62%. Pour illustrer ça aussi, on a voulu ici mettre en avant les parts de concentré ramenées au litre de lait. Alors, sur la partie de gauche, vous avez les élevages qui vont utiliser moins de 120 grammes de concentré par litre de lait. Donc, sur l'échantillon Ellipse, en 2018-2019, il y avait 16% des éleveurs. Aujourd'hui, ils sont à 22%, donc c'est un système plutôt économe. Et à l'inverse, les élevages sur des conduites plutôt intensives à plus de 180 grammes de concentré au litre de lait. On était à 31% des élevages en 2018-19 et on est à 29% en 2019-2020. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une tendance de fond à aller vers des systèmes un peu plus autonomes. Alors, récolter des métails, jusqu'à là, les trois principales sources de motivation pour utiliser les métails, c'était de combler un déficit fourrager avant l'été, assurer un certain stock, diversifier l'assolement et aussi enrichir la ration en fibres. Mais aujourd'hui, avec ces métails très, très riches, ce qu'on cherche, c'est de gagner surtout en autonomie protéique. Voilà. C'est la nouvelle motivation de cette utilisation de métails à haute valeur protéique. Pour faire une comparaison, sur des métails qu'on appelle plutôt traditionnels, on avait jusqu'à là des proportions de céréales qui étaient de l'ordre de 80%, donc triticale, avoine ou seigle, des pourcentages de légumineuses et de protéagineux de l'ordre de 20%, et on allait chercher des valeurs MAT dans le meilleur des cas à 15% de MAT. Aujourd'hui, sur les métails HVP à haute valeur protéique, on ne va jamais dépasser les 20 à 30% de céréales qui vont nous servir de tuteur, et le pourcentage de légumineuses et protéagineux, lui, va être de 70 à 80%. Et là, les valeurs MAT
qui vont être obtenus vont être de l'ordre de 17 à 20%. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que les associations céréales protéagineux à moissonner riches en céréales ne font pas de bons ensilages pour les vaches laitières. Ici, voilà, pour illustrer ça d'une façon aussi un peu différente, c'est juste un tableau sur la partie de gauche. Vous avez en bas le pourcentage de légumineuses et à gauche les grammes de MAT au kilo. C'est-à-dire que quand on va chercher des pourcentages de légumineuses à 70-80%, les valeurs qu'on cherche à obtenir, c'est du 17 à 18% d'MAT aussi. Et vous pouvez le voir sur la droite. Donc, c'est l'analyse qu'on a pu faire en quelques chiffres au GAEC de Brocéliande à Pimpon, chez Cédric Henry. Donc, on a eu sur cette récolte 2019 un taux de matière sèche qui était de 20,6%. Donc là, qui était un peu faible. Cédric pourra développer sur l'itinéraire qui a été suivi. Un pourcentage d'UFL qui est à 0,84. Donc, qui est ici un des points faibles de ce métail-là, c'est qu'on a un déficit sur la partie UFL. Et après, sur les autres valeurs, on est plutôt correct avec 26,4 en PDIA, 65,7 en DMO. Et sur la MAT, on était vraiment très, très élevé, parce qu'on était à 19,9, tout en conservant une bonne sécurité du fourrage avec 387 en cellulose brute et 542 en NDF. Donc, un fourrage très sécurisant en même temps. Alors, les métails HVP à haute valeur protéique, quels sont les 4 objectifs qu'on va chercher sur ces métails-là? C'est premièrement donc un fourrage riche en matière azotée. On va chercher aussi en même temps à augmenter la production fourragère, parce que c'est vrai que c'est des fourrages où l'objectif de rendement il va se situer de l'ordre de 4,5 à 5 tonnes de matière sèche à l'hectare. C'est également, on verra, Jean-Luc pourra développer ce point-là tout à l'heure, mais c'est une culture qui est facile à détruire de par son système racinaire. Et l'autre avantage aussi, c'est que ça peut être une source de motivation pour certains éleveurs, c'est que c'est une culture qui ne nécessite pas de traitement chimique pour sa destruction. Cédric ou Jean-Luc pourront développer aussi ce point-là. Donc voilà, alors quel coût pour ce métail protéique comparé par exemple à un RGI trèfle qui serait conduit de la même façon en culture dérobée. Vous avez sur la colonne orange les métails protéiques et à droite sur le RGI trèfle. Donc pour le semis, on est exactement sur la même technique, un semis combiné. On est parti ici sur des coûts à 72 € par hectare des deux côtés. Au niveau des semences, on a une plus-value quand même qui est assez élevée sur le métail protéique. On est à 140 € par hectare, comparé à un RGI trèfle qui se situe, lui, dans les 75 €. Récolte et transport, on est relativement similaire. On a 184 € en métail et 171 en RGI trèfle. Ce qui explique le fait qu'on soit supérieur en métail, c'est qu'il y a plus de volume à transporter et à récolter de par le rendement supérieur. L'avantage de ce produit-là, c'est aussi en métail, c'est qu'on n'a pas d'engrais ni d'épandage à faire. Quand la culture est implantée, on va jusque la récolte sans faire d'intervention. Contrairement à RGI trèfle, où un passage d'engrais, on arrive à 60 € l'hectare, plus l'épandage. Ce qui nous fait un total en euros par hectare à 396 € sur un métail et 378 pour un RGI. Alors, ce qui est intéressant derrière, c'est quand on divise ce chiffre-là par le rendement trouvé. Par exemple, chez Cédric Henry, on a fait 4,7 tonnes de matière sèche à l'hectare, ce qui nous ramène 1 € à la tonne de matière sèche à 84 et 3,5 tonnes en bonne condition sur un RGI trèfle. Ça nous ramène le coût à la tonne de matière sèche à 108 €. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter au coût de la semence. C'est vrai que derrière, on s'y retrouve largement sur un métail protéique, dans la mesure où on n'a pas de passage d'engrais et on a une dilution importante par le rendement. Donc, très concrètement, j'ai voulu ici vous montrer deux exemples de rations. Une première typique, ration maïs ensilage et RGI trèfle. On est parti ici sur une quantité d'ensilage de maïs à 40 kg brut, soit 13 kg de matière sèche. Un ensilage de RGI trèfle à 14,7 kg en brut, soit 5 de matière sèche. Une complémentation azotée à base de soja et de colza. Donc, on a 2,5 kg en soja et 1,3 kg en colza. Ainsi qu'une complémentation en blé de 500 g, de l'urée, du minéral et du sel. Donc, cette ration-là, elle produit 28,6 kg de lait. Et vous avez en bas à droite le coût de la ration par animal en euros qui est 2,66 €. On va comparer cette ration avec une ration au même niveau de lait, mais sur un base de métail à haute valeur protéique. Donc voilà, on est ici sur une quantité de maïs qui baisse assez fortement. Notre 40 kg passe à 32. En métail, ici, on est monté à 24 kg brut, quasiment 25, ça fait 7 kg de matière sèche. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit qui est assez pauvre en UFL, donc on a besoin de le reconcentrer sur la partie énergie. Et
c'est là où on a travaillé avec un maïs épi ensilé à hauteur de 4,3 kg brut, 2,5 kg matière sèche. Donc ça peut être du maïs épi ensilé, ça peut être du maïs humide ou du maïs récolté sous une autre forme. À côté de ça, sur la partie complémentation azotée, c'est là où on a un gain qui est important, c'est notamment sur le correcteur ici. Donc on a choisi de baisser le tourteau de soja. Donc on s'est permis de le baisser de 1 kg, donc on est passé de 2,5 à 1,5. Et tout le reste est resté identique, sur le colza, le blé, l'urée, le minéral, le sel. On voit que le lait permis à l'eau est resté identique à 28,9 kg. Mais en bas à droite, on est passé ici à 2,29 € au lieu de 2,66 €, soit 37 centimes d'économie par vache et par jour, donc en ayant gagné ce kilo de tourteau de soja. Donc, si on extrapole ces chiffres, pour un gain, pour un élevage, on prend un élevage d'une taille moyenne de 75 vaches, on est sur une économie de 37 centimes par vache et par jour. Donc pour un mois d'hiver, on est à 850 € par mois. Si on ramène ça sur 6 mois d'hiver, on est aux alentours des 5 000 €. Donc voilà, alors maintenant on a le plaisir d'accueillir Cédric Henry, donc du GAEC de Brocéliande. Cédric, est-ce que tu peux nous présenter ton élevage en quelques mots, s'il te plaît? Donc, Cédric Henry, donc nous sommes actuellement 5 associés. Moi, je me suis installé pour moi en 2006. Donc voilà, ça a été le regroupement de 3 exploitations. Voilà, l'exploitation familiale. Donc environ 130 à 140 vaches à la traite. Donc, comme vous voyez les photos, un retour de traite. Donc là, il y a eu création d'un bâtiment suite à mon installation et le regroupement des exploitations. Donc un troupeau en Primogène, pour la petite anecdote, on a commencé depuis un peu plus d'1 an du croisement Procross, du croisement 3 voies. Mais, donc voilà, donc un système classique, voilà, maïs en silage d'herbe l'hiver, et puis le printemps, elles sortent à l'herbe. Bon, nous, la petite chose qu'il y a sur Pimpon, c'est que c'est des sols pas portants et que des fois on les sort un petit peu tard, les vaches, mais on a de l'herbe un peu plus longtemps l'année. C'est un terrain fourragé à Pimpon globalement. Donc là, par rapport au métal, dont je vais le dire après, mais cette année, avec l'excès d'eau, c'était notre première année à nous. Ça a été quand même concluant, mais je pense qu'en année un peu plus normale, ça serait encore mieux. Merci Cédric. Alors, quelles ont été tes motivations pour implanter un métail riche en protéines, Cédric? Il y a au moins 2 motivations, parce qu'on est plusieurs associés. Donc, pour ce choix-là aussi, on a échangé avec les collègues. Donc, j'avais un collègue qui s'occupe plus des cultures et tout ça. C'était lui penser on est en technique culturale simplifiée et on utilise régulièrement du glyphosate. Voilà. Donc, comme on sait malheureusement que la réglementation va sûrement nous rattraper par rapport au glyphosate. L'idée, c'était parce que le RGI, voilà, c'est compliqué à détruire. Avec le glyphosate, ça le faisait assez bien quand même, mais sans glyphosate, on pense que ce sera compliqué. Et moi, pour ma part, qui s'occupe plus de l'élevage, on a essayé plusieurs choses, du RGI avec du trèfle incarnat, entre autres, qui marchait bien quelques années, mais souvent le trèfle pour notre secteur disparaissait, quoi. Donc à la fin on ne mettait plus que du RGI, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça plafonne un petit peu en valeur. Pour moi, on était régulièrement déçus quand même de la valeur du RGI. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir un fourrage de meilleure qualité, notamment en valeur protéique. C'est vrai que tout à l'heure tu l'as signalé, la valeur UF n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais le premier objectif est bien d'avoir un fourrage riche en azote. Voilà. Et donc, le plus, oui, c'est la structure du sol. Voilà, par rapport après un RGI, là, cette année, on a trouvé un sol beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à travailler en TCS. Nous, on décompacte et on passe le combiné, mais celui qui voudrait aller plus loin avec ce genre de précédent pourrait peut-être y aller, quoi. Et puis, comme je vous le disais, cette année, on en a fait, honnêtement, je ne vais pas mentir non plus, comme on a eu des trous un peu dans la parcelle. C'était une parcelle relativement plate et on a eu des trous un peu d'excès d'eau dans certains endroits. Donc, on a passé un petit coup de glyphosate dans certains coins de la parcelle. Mais l'idée est de ne pas avoir besoin de glyphosate après la coupe d'ensilage, quoi. Et puis,
Un des plus aussi, tu l'as dit dans ta présentation, c'est le rendement hectare qui est un peu supérieur, même pour nous, voilà, parce que largement supérieur à un RGI, je pense, en année normale. Donc, ce qui dilue les charges, parce que c'est vrai que Roman l'a aussi dit, mais le prix de la semence peut éventuellement freiner. C'est vrai qu'on reçoit qu'on fait un certain nombre d'hectares et qu'on reçoit les factures des différents trèfles EVES. C'est vrai que ça, voilà, tu te dis, ce serait un RGI, c'est largement moins cher, mais après, il faut aller jusqu'au bout de la technique, faut pousser le raisonnement plus loin. Et c'est vrai que, in fine, ça ne coûte pas plus cher, même au contraire, on a pour objectif de faire des économies, notamment sur la part azote d'achat sur l'exploitation. Voilà en gros les objectifs pour l'exploitation. D'accord, merci Cédric. Et qu'est-ce que le métail protéagineux a apporté dans ton système et d'après toi, quelles sont quand même les erreurs à éviter? Déjà, faut aussi tout dire parce que là, on va l'implanter pour la deuxième année. Donc là, on l'a récolté, on ne l'a pas encore utilisé au niveau des vaches. Donc la valeur papier, elle est bonne, à très bonne. Voilà, faut être clair. Maintenant, j'attends avec hâte, on va dire ça, de l'utiliser parce que là, j'avais du stock d'autres ensilages de RGI encore parce que j'en faisais encore cette année un petit peu parce que je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Mais pour l'année prochaine, on part sur 100% de métail protéagineux. Donc voilà, mais là, on ne l'a pas utilisé encore concrètement. On va l'utiliser là, en gros, dans 3 semaines, un mois, on va commencer. Donc, bon, après, voilà, on verra les résultats. Le petit bémol un petit peu, c'est la matière sèche. Voilà. Nous, on l'a coupé le 22 avril et on l'avait ensilé le 25. Donc, fauche à plat. On ne l'a pas fané, rien du tout. On l'a juste réandéné pour que le chantier soit plus efficace avec l'ensileuse derrière. Un petit peu déçu, entre guillemets. Il n'a pas coulé au début. Là, honnêtement, depuis, on va dire peut-être un mois, il se feinte un peu. Donc voilà. Mais oui, ce qu'il faut, après, ça dépend des conditions météorologiques. À chaque fois au printemps, hein. Nous, le temps était plutôt couvert, pas un super temps. Voilà, donc je pense que faut être rigoureux, faut essayer d'être le plus rigoureux possible par rapport à la fenêtre météo, mais je sais qu'on le subit aussi. Mais je me pose la question, bon, nous on est équipés en Cuma de faucheuse à plat, donc ça nous coûte moins cher de le faucher nous-mêmes et de le randonner. Mais l'entrepreneur a aussi une faucheuse, mais avec des... je ne vais plus trouver le terme, moi, pour conditionner, c'est ça, une faucheuse conditionneuse. Voilà, et qui pourrait peut-être gagner un petit peu de temps, hein, quelques points de matière sèche si la fenêtre météo est un peu moindre. Après, nous, on a fait l'erreur, entre guillemets, de ne pas rouler après le métail. Donc, quelques pierres qui sont remontées, donc pas question de le faner. Donc voilà, par contre, s'il est bien roulé après le SMI, je pense que peut-être ça pourrait être bien aussi peut-être de le faner et puis de le randonner derrière. Ça permet de gagner aussi quelques points précieux en matière sèche. Voilà, donc nous, on le met tout début octobre. Voilà, pour notre secteur, il ne faut pas plus tard, je pense. Hein, voilà, mais c'est adapté en fonction de ces conditions pédoclimatiques hein, pour qu'il soit assez implanté. Bon, Jean-Luc va développer, mais assez implanté avant le début d'hiver, mais pas trop non plus en cas de froid ou d'excès d'eau pour pas que ça pourrit. Donc, pour nous, l'année dernière, début d'octobre, et là, peut-être cette année, fin septembre. Voilà. Et Cédric, est-ce que vous avez utilisé un conservateur pour l'ensilage de fourrage? Ouais, j'ai utilisé un conservateur. J'ai l'habitude d'en utiliser sur l'exploitation, voilà, parce que pour certaines rations, pour nos genisses, des fois on fait des rations et vaches taries, on fait des rations pour plusieurs jours. Donc c'est agréable quand tu viens le dimanche matin et que tu repousses et qu'il y a, voilà, donc il y a une très bonne odeur au fourrage. Voilà, c'est mieux pour tout le monde et notamment pour les bêtes. Mais voilà, on utilise du conservateur, on est habitué à en utiliser. Donc voilà, pour nous, on pense qu'il y a un gain. Voilà, c'est toujours compliqué à chiffrer ce gain-là, mais voilà, on en utilise et on continuera à en utiliser, je pense.
D'accord. Dans le prochain assolement, comment va évoluer la part de métail? Est-ce que vous allez conserver une part de RGI trèfle ou 100% métail l'année prochaine? Non, bah justement, donc cette année, bon après c'est à ramener à la taille de l'exploitation. On avait 12 hectares de métail et environ 8 ou 10 hectares de RGI qu'on a gardé parce que voilà, on n'avait pas beaucoup de céréales, on a gardé pour faire les secondes coupes, pour faire du foin, voilà. Donc dans l'alimentation des genisses, puisqu'on utilisait de la paille, donc voilà. Donc, mais pour l'année prochaine, on implante, je ne sais plus, c'est 25 ou 28 hectares de métail. Voilà, le métail, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, les proportions peut-être. Donc moi, chez moi, bon, après, vous allez entendre Jean-Luc tout à l'heure, mais c'est Jean-Luc qui est venu nous aider sur l'exploitation et j'ai suivi un peu j'ai suivi totalement sa recette, enfin je pense. Donc nous, il y a 35 kilos de seigle, voilà, pour servir en gros de tuteur. 10 kilos de trèfle, enfin on a mis 3,5 de 3 trèfles, donc 3,5 de trèfle Squarosum, 3,5 de trèfle Micheli et 3,5 de trèfle Incarnat. Voilà. Et on a rajouté à cela 15 kilos de vesse. Voilà pour le mélange. Et puis, oui, donc voilà, donc en 25 hectares l'année prochaine. Voilà. D'accord. Merci Cédric. Pour terminer, quel impact technique ou économique tu espères faire en termes de gains sur l'élevage avec cette nouvelle technique, avec ce métail à haute valeur protéique? Bah, on est encore un peu dans l'expérimentation quand même. Hein. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore utilisé. On espère gagner en azote sur les mois d'hiver. Voilà. Et puis là, on pense qu'on est parti dans le bon chemin. Voilà. Après, maintenant, il faudra voir concrètement comment ça se passe. Mais voilà, c'est 25 hectares. Demain, voilà, on sait le prix de l'azote, même si là, ça avait baissé un petit peu le tourteau de soja. Mais on voit le tourteau de colza, lui, qui reste à des niveaux hauts. Donc, à l'avenir, on ne sait pas à quel prix ça sera, mais c'est quand même des choses qui restent relativement chères. Et si on peut avoir plus d'autonomie dans les exploitations, on est un peu plus résilient voilà, par rapport aux différents aléas. Donc, nous, ouais, on part là-dessus. On ne va pas partir pour le moment. Ce que tu as parlé de ça, Romain, tout à l'heure, de maïs en silage en grain uniquement. On reste en maïs en silage au moins pour cette année. Voilà. Après, on verra si on part en maïs épi, parce que ça fait quand même un autre chantier. Mais bon, peut-être qu'à l'avenir, on fera peut-être encore plus de métail si c'est concluant et partir sur du maïs épi. Parce que, comme l'a dit Romain, la valeur UF à 0,84, comme on ne va pas monter hyper haut, parce que là, entre guillemets, j'ai que ça fait 4 tonnes 7 de rendement par 12 hectares. J'ai que ça quand même pour mon hiver. Là, je vous dis, je vais commencer, on va dire, fin septembre. Donc voilà, donc il faut aussi que je, entre guillemets, rationne pour en avoir un petit peu tout l'hiver. Donc c'est clair que là, mon maïs, enfin on verra ça, la valeur aussi, hein, mais pour moi, dans mon exploitation, après on a un niveau d'état aux environs de 9 000, 8 500, 9 000, ça dépend des années. Donc pour le moment, j'espère ne pas avoir trop de déficit énergétique. Voilà. D'accord, eh bien, merci beaucoup Cédric pour toutes ces précisions sur ton expérience sur les métails. Je vais passer la main à Jean-Luc qui va nous faire un point sur la partie espèces et la conduite culturelle. Voilà, ouais. Donc j'ai commencé par vous présenter un tableau, oui, d'accord, un arbre décisionnel sur les métails. Donc voici. Voilà, donc les métails, on en a de différentes sortes. Hein. On peut avoir une stratégie ensilage, une stratégie grain. La stratégie grain, ce sera plutôt une majorité de céréales hein, avec peu de légumineuses, souvent du poids autour de 25 kg hectare. Donc ça, ça peut servir de complément aux animaux en céréales inertées. Une très bonne solution pour gagner un petit peu en protéines. Au niveau stratégie ensilage, donc on peut avoir une stratégie, comme on l'a vu tout de suite, avec des mélanges très riches en légumineuses pour gagner en MAT et avec un rendement qui sera plutôt moindre qu'un métail qui sera basé sur des céréales majoritairement, avec une recherche de rendement, avec une récolte qui sera un peu plus tardive, qui sera fin mai, avec des stades métopâteux et qui permettront de créer un gros stock fourrager et pour alimenter plutôt les genisses ou les vaches allaitantes.
On peut aussi récolter ces mélanges-là un peu plus tôt dans la saison, début mai, pour pouvoir semer un maïs par la suite, avec des valeurs alimentaires qui seront quand même moindres que le métail vraiment riche en légumineuses, comme on a pu en parler tout de suite. Donc les métails, ce sont bien des mélanges d'espèces. Donc les espèces principales qu'on trouve, c'est la févrole, le pois fourragé, le pois protéagineux, la vesse, le trèfle annuel, les triticales, avoine, seigle fourragé. Donc le tout, c'est de trouver un bon équilibre, en sachant que si on prend la févrole, c'est un très bon tuteur, mais c'est une plante qui est assez sensible quand même aux maladies. Le pois fourragé, lui, il a un fort développement, mais il peut aussi parfois disparaître. On peut avoir des fonds de semis avec des problèmes et il a besoin d'un tuteur. Le pois protéagineux, donc lui, il est plus précoce à la montaison, donc il peut être intéressant pour un semis avant maïs. La vesse pour moi, c'est un des éléments principaux, ou l'espèce principale un peu du métail, pour gagner en valeur protéique. On est sur des valeurs qui dépassent souvent les 20%. Les trèfles annuels, comme on a pu en parler, Cédric, avec du Mickey, Squarosome et Incarnat, pour donner de la valeur azotée au mélange. Au niveau des céréales, on travaille souvent avec du triticale, triticale qui, lui, a parfois l'inconvénient de limiter l'ingestion. L'avoine d'hiver, tout simplement, qui, elle, a des bonnes valeurs azotées, des valeurs énergétiques un peu plus faibles, mais sensible à la rouille, et peut parfois aussi repousser, si on veut, plus difficile à détruire qu'un seigle fourragé, par exemple, comme le métail qui était fait chez Cédric. Donc le seigle fourragé, lui, a pour avantage, justement, d'avoir un bon rendement, d'être un bon tuteur, d'avoir des valeurs fourragères supérieures. Par contre, il est sensible à tout ce qui est limaces. Donc attention à ce niveau-là. Donc là, ici, quelques mélanges possibles. Un premier mélange à base de févrole, 70 kg/ha. Donc on a aussi mis à côté la densité de gras au mètre carré, ce qui peut donner un repère. Pois fourragé, on est à 70 kg, ce qui nous donne 37 grammes au mètre carré. De la vesse, donc c'est vesse commune ou vesse velue. Donc 20 kg hectare, donc ça nous fait 30 grammes mètre carré. De l'avoine d'hiver, donc 15 kg hectare. Donc là, on est sur un mélange à 66% de légumineuses. Un deuxième mélange, donc là, on est sur 100% protéa, avec de la févrole, pois, vesse. Donc ça peut être intéressant pour la valeur fourragère. Par contre, on a un coût qui sera quand même supérieur par le prix des légumineuses qui est souvent plus élevé. Un troisième mélange ici, donc avec de l'avoine, triticale, pois fourragé, vesse, Squarosome. Donc une diversité d'espèces qui peuvent aussi du coup limiter les risques d'échec. Donc là, on se retrouve à 81% de légumineuses dans le mélange. Donc on a aussi d'autres mélanges, comme a pu parler Cédric, qui ressemblent un petit peu à celui-ci. Là, on est sur une base seigle fourragée. Donc là, on a la févrole qui est en plus, févrole, de la vesse et des trèfles annuels. Donc ça, c'est une parcelle qui était implantée sur le sud du département, Startigny-Ferchaud. Donc là, on est vraiment au stade optimal de récolte, avec un seigle qui est au stade dernière feuille étalée, on le voit bien. On le voit bien là. La vesse qui est bien développée, la févrole qu'on voit au centre et les trèfles qui arrivent un petit peu en dessous au niveau de la végétation. Donc ça, c'est des métails qui peuvent faire 6 tonnes hectare. On gagne un petit peu plus avec la févrole quand même en termes de rendement. Donc la même parcelle, donc au 20 avril, bonne à récolter. Et ici, donc ça c'est le maïs qui a suivi cette févrole, enfin ce métail-là. Donc là on est au 7 juin, donc un maïs à 5 feuilles qui est normalement au stade désherbage, on le trouve encore propre. Là, c'est basé sur une technique sans labour. Il y a eu 2 coups de cultivateur, un semis en combiné du maïs. Et donc, on a une très bonne levée des maïs. Et là, c'était en 2018, ça. Donc là, mon intérêt aussi, c'est tous ces résidus-là qui restent sur le sol, qui ont leur intérêt au niveau de l'érosion, tout simplement. On a des sols aussi très faciles à travailler après ces métails-là et très souples. Par contre, faire attention quand même à tout ce qui est export, haute teneur en potasse, notamment du sol, puisque ces protéagineux-là exportent beaucoup quand même. Il y a aussi un intérêt au niveau de l'azote, puisqu'il y a une restitution par les nodosités de toutes ces légumineuses d'azote au niveau du sol, qu'on n'a pas sur l'énergie.
Donc ici, c'est un autre type de mélange, hein. C'est un mélange 100% Protea avec une prairie sous semis qui a été semis sous couvert de métail. Ça marche, c'est une technique qui fonctionne très bien. Là, c'est une parcelle sur Mordel. On voit, il y a un bon développement aussi. On voit bien la prairie qui est en dessous. Donc voilà, donc la même vue, mais d'un petit peu plus loin, hein. Donc ça, c'est un métail qui a rendu 6 tonnes, qui avait été récolté tout début mai. Et au 6 juin, donc là, c'était 2019, ça, ouais. 6 juin 2019, donc là, on a la parcelle, donc l'herbe la prairie qui repousse, hein. Donc on a quand même fait, un mois après la récolte de métail, elle est quasiment bonne à pâturer. Donc ce qui est intéressant quand même en termes de gains fourragés quand même sur la parcelle. On voit quelques petits trous, là c'est un petit peu lié à la faucheuse, hein, mais bon, ça se rebouche assez bien. Par contre, le taux de trèfle au départ est souvent un peu moindre, mais le trèfle prend le relais plutôt vers le mois de juin, juillet, quand on a des températures plus élevées. Donc ici, on est sur le même type de métail, semé, donc ça c'est semé le 10 octobre 2019. L'intérêt aussi de ces métails-là, c'est de semer assez tôt, de travailler avec je dirais en double passage, hein, au niveau du semis. Semer la févrole, c'est profond, plutôt profond. Là, elle a été semée à la volée et après on a eu un semis en combiné. Donc du reste, hein, du seigle, des trèfles et la vesse et de la prairie. Donc on voit bien la prairie qui lève parmi la févrole. Donc ce métail-là a été très intéressant au niveau du rendement, notamment cette année. Il a été ensilé le 15 avril 2020 avec un rendement d'au moins 6 tonnes. Hein. C'était sur baie, donc c'était terre qui se réchauffe assez bien. Voilà, ici donc un tableau avec quelques valeurs récapitulatives des espèces qu'on peut utiliser. Hein. Donc là, on a un régrand d'Italie au stade montaison, donc on est sur 10% d'ématé. Bon, c'est peu, la fertilisation n'a pas dû être très élevée, mais c'est juste pour comparer avec les autres espèces. Hein. Le seigle au stade montaison, lui, il a 13%, avec des valeurs UF à 0,94. Et on s'aperçoit que dès que le stade épi est là, hein, si on veut, dès que c'est épié, les valeurs baissent. Donc d'où l'intérêt de bien suivre la culture pour récolter au bon stade. Donc là, on descend à 10% d'ématé et à 0,87 UF. Donc on a quand même de la perte en passant. Le triticale, lui, est quand même moins riche, hein, on est à 12% pour des valeurs UF un peu plus élevées. Et tout ce qui est trèfle incarnat, on est comme des valeurs à 21%, avec des valeurs UF intéressantes, hein, 0,97. Et les vesses qui sont plutôt très très bien au niveau de l'azote, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est à 23% d'ématé pour la commune et 24% pour la vesse velue. Donc là, on est sur des stades non fleuris. Donc voilà, ça c'est des stades avec des semis du début octobre auxquels on arrive en gros au 20-25 avril. Donc avec des valeurs UF un petit peu plus faibles quand même, 0,84, 0,80. Donc récolter des métails, c'est de choisir des espèces adaptées, hein, tout comme on vient de le voir, suivant sa stratégie. Si on veut un métail protéique, grain ou alors fourragé avec plus de céréales. C'est surtout de récolter au bon stade. Hein, il y a des stades clés à avoir et à respecter pour pouvoir avoir un fourrage riche en protéines si c'est le souhait du mélange, si c'est le souhait ou l'objectif. Donc intégrer des métails fourragés, c'est une très bonne solution pour remplacer, je dirais, les dérobés style RJ qui, au niveau des sols, sont un petit peu plus, les sols un peu plus compacts, un peu plus, si je dirais, vidés en azote, qu'après un métier où on aura des sols beaucoup plus souples et où on évite aussi, la destruction du glyphosate pour les parties, pour ceux qui sont en technique simplifiée. On aura aussi un stock fourragé un peu plus important au printemps, ce qui est intéressant aussi pour, on voit hein, par rapport à la météo, d'assurer les stocks d'été. Hein. Donc intéressant pour ça aussi d'avoir 2 périodes de stock sur l'année, stock de printemps et stock d'automne par le maïs. Donc des coûts hectares ici, on est sans la récolte, hein, donc on est autour des 40-60 € la tonne de matière sèche. Hein. C'est vrai que c'est variable suivant le rendement. Donc voilà, l'autonomie protéique, c'est aussi la maîtrise du pâturage. Hein. On sait que le pâturage coûte entre 20 et 25 € la tonne de matière sèche. Donc par rapport à des fourrages conservés, voilà, on diminue quand même les coûts. C'est bien de gérer cette partie-là sur l'exploitation.
de cultiver des fourrageries champétillies, enfin c'est surtout de cultiver, ouais c'est ça, ouais, d'avoir des prairies de fauge bien proportionnées, surtout au niveau des légumineuses, pour pouvoir gagner en azote, enfin, azote minéral, je dirais, et aussi avoir des valeurs azotées du fourrage plus élevées. Donc la partie métail, on en a parlé, hein, c'est une très bonne solution pour faire les stocks de printemps, très bonne solution pour limiter les coûts mécaniques, hein, tout simplement aussi, hein, puisque on a, pour moi, plus besoin de labourer, plus besoin d'utiliser d'utiliser moins de phyto avec ces cultures-là. On aura peut-être des frais de semences plus élevés, mais derrière, on s'y retrouve largement. Et aussi de cultiver des légumineuses, style luzerne ou trèfle violet pur, hein, qui sont des cultures intéressantes aussi pour gagner en autonomie. La luzerne est une plante très intéressante pour avoir du rendement au moins l'été. Avec les réchauffements climatiques, on s'aperçoit que l'année dernière, on avait de très bons résultats en luzerne, cette année aussi, sauf que certaines luzernes ont souffert l'hiver dernier avec les excès d'eau, mais c'est une très bonne culture pour faire des stocks et assurer les stocks fourragers du troupeau. Voilà, donc je vais repasser la parole à Romain qui va conclure la partie de ce webinaire. Pardon. Le micro était coupé. Oui, merci Jean-Luc pour cette présentation. Je rappelle Jean-Luc Kobigo, consultant en fourrage et culture pour Ellipse. Alors, pour conclure ce webinaire, je vais rappeler quelques facteurs. Donc, l'importance du choix du mélange en fonction de vos objectifs. Hein, ça, c'est lié à plein de paramètres qui peuvent orienter votre choix. L'autre point important, c'est aussi plutôt d'un aspect nutritionnel, hein, c'est d'équilibrer à l'auge, notamment sur la concentration énergétique de votre ration. Et puis, on voit que le métail protéique, c'est un axe de travail, mais ce n'est pas le seul hein, si vous voulez gagner en autonomie à l'avenir. Voilà. Donc, on va pouvoir passer maintenant à quelques questions qu'on a pu avoir, notamment peut-être une question pour Jean-Luc. Oui. Ou une question de Ludo. Vous parlez en nombre de grains semés ou en kilos pour la dose de semis. Alors, ouais. Donc là, on a un tableau qui a bien présenté les deux critères, hein, le poids et le nombre de graines. Donc, ouais. je préférerais à ce tableau-là, si on veut. Voilà, que tu gagnes en précision, tu as le poids. On parle souvent en kilos de semences, mais dans la logique, on devrait travailler plutôt en grains semés mètre carré. Ça, c'est une très bonne remarque. Très bien. J'ai une autre question pour Jean-Luc. Quels sont les principaux indicateurs pour définir le stade de récolte? Dans les méthodes très précoces, comme on a pu le voir, là, comme chez Cédric, pour moi, c'est le seigle qui détermine le stade. Hein, c'est le stade dernière feuille étalée pour encore garder une bonne valeur de cette culture-là. Et on s'aperçoit que la veste, les trèfles vont suivre et sont suffisamment développés pour obtenir un rendement cohérent, ce qu'on a pu voir là, et des valeurs. C'est de trouver le bon compromis valeur, et rendement, en sachant qu'il y a aussi le séminaire qui arrive derrière souvent dans bien des cas. Donc je vois aussi une question par rapport à l'avoine. Bon, l'intérêt de l'avoine, c'est pour le salissement, hein. Ni plus ni moins. On peut en mettre un peu, voilà. Mais dans ce métier-là, je ne préconise pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plus difficile à détruire qu'un seigle. Le seigle, on coupe, c'est fini. Avoine blanche ou noire, enfin c'est plutôt de la noire, hein, souvent qu'on met. Bon, mais c'est pas important. Mais l'avoine, plutôt pour salissement des parcelles. On a une autre question. Y a-t-il des possibilités d'utiliser en affouragement? Je ne sais pas si tu as déjà eu des expériences là-dessus. Enfin, non, c'est pas pour faire de l'affouragement. C'est fait pour faire du stock. D'été ou d'hiver, mais pas pour affourager. Ce sera trop. Autant de légumineuses comme ça, déjà, il y a une biomasse importante. Et puis, l'affouragement fera qu'on va un peu décaler les périodes de rendement. Voilà. On ne sera pas forcément. Vaut mieux faire, je dirais, un RGI, trèfle incarnat pour faire de l'affouragement. Ou alors du cause d'affourager ou autre chose. Mais le métail, c'est fait pour faire des récoltes. C'est fait pour être ensilé. Pour moi, faut pas non plus le faire en enrabanage, parce qu'on l'a bien vu chez Cédric et d'autres élevages aussi, hein, on a du mal à atteindre les 30% de matière sèche. Donc on arrive, là on a des résultats à 26, 27, mais les 30% sont difficiles. Donc enrubaner des produits avec des taux de matière sèche comme ça, c'est trop coûteux pour moi. D'accord. C'est vrai qu'on est sur des produits qui ont une maturité, et en affouragement, on risque d'avoir une maturité peut-être
Ouais, décalé. Non, c'est. Voilà. En début de cycle et puis trop avancé en fin de cycle. Et il y a un choix à faire au départ, quoi. On pourrait le faire sur des métaux d'été, plus facilement, qui seront moins coûteux encore, mais pas sur les métaux d'hiver. D'accord. Pour la récolte, l'idéal, c'est l'ensileuse? Ouais, c'est l'ensileuse, pas de souci. Assez fine quand même pour que ça se tasse bien, mais c'est un produit qui se tasse assez bien en soi. On a des bonnes densités quand même du coup au mètre cube, mais voilà. Mais avec les légumineuses, c'est bien aussi de mettre un conservateur pour éviter tous les soucis de conservation qu'on peut avoir. Les légumineuses sont riches en calcium et donc un pouvoir tampon élevé et donc luttent un petit peu sur la baisse du pH. Donc voilà, il faut trouver une solution pour gagner du temps à faire baisser, pour acidifier quand même le silo assez vite. Cédric, pas de difficulté particulière sur la conception du silo? Non, au contraire, c'est vrai que comme c'est assez humide, ça se passe super bien, hein. Voilà, il n'y a pas de souci du tout. Bon, ça fourrage lourd, mais voilà, mais après, non, ça se fait bien, le silo. D'accord. Peut-être une dernière question. J'ai métaille dans la luzerne ou inversement, des retours d'expérience. Est-ce que. Alors, oui, alors métaille dans la luzerne, il n'y a pas de souci, mais on partira sur des métailles un petit peu plus tardives du coup. Moi, j'aime bien que la luzerne soit, je dirais, en stade de dormance, là, voilà. Donc, on sera sur des semis plutôt novembre, début novembre. Alors que là, les métailles qu'on a présentées, enfin, chez Cédric et aussi sur le diaporama, sont plutôt des métailles précoces. Donc, voilà. Mais c'est pas un souci en soi, hein, ça se réalise très bien. On évitera leur trêve, du coup. D'accord. Bon, très bien. On va conclure. Je remercie Cédric et Jean-Luc. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire appel à Ellipse si jamais vous avez des projets ou des projets dans l'avenir. Voilà. Donc, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci, Cédric.